J'en viens à présent au moyen d'appel soulevé par l'accusation concernant l'acquittement de Fatmir Limaye. Dans son premier moyen d'appel, l'accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en appréciant de manière fragmentaire les éléments de preuve concernant des faits qui n'avaient pas à être prouvés au-delà de tout doute raisonnable et en appliquant comme niveau de preuve celui de la preuve au-delà de tout doute possible et non celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Elle avance que la Chambre de première instance a de ce fait commis une erreur en ne concluant pas que Fatmir Limaye avait personnellement joué un rôle dans l'administration du camp de la Pouchnik. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance est fondée sur la totalité des éléments de preuve pour conclure qu'il n'avait pas été établi que Fatmir Limaye avait personnellement joué un rôle dans l'administration du camp de détention et non, comme l'affirme l'accusation, des éléments de preuve pris isolément. La Chambre d'appel rejette en outre les arguments de l'accusation selon lesquels la Chambre de première instance aurait appliqué un niveau de preuve plus strict que le niveau de preuve requis, soit celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Le premier moyen d'appel soulevé par l'accusation est en conséquence rejeté. Les allégations de l'accusation selon lesquelles la Chambre de première instance aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de l'autorité qu'avait Limaye en tant que commandant du camp et la question de savoir si il avait participé personnellement au camp, tout ceci sera examiné dans le cadre du deuxième moyen d'appel. L'accusation, dans son deuxième moyen d'appel, soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en appliquant de manière erronée le niveau de preuve requis, celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, ainsi qu'une erreur de fait en ne prenant pas en compte ou en appréciant de manière erronée tous les éléments de preuve présentés pour établir que Limaye avait autorité sur les membres de l'UCK dans le camp de la Pouchnik. À propos du grief selon lequel la Chambre de première instance ne se serait pas fondée sur les dépositions des témoins oculaires présents dans le camp pour trancher des questions, ou seulement pour détrancher des questions d'identification et non pas pour déterminer si Limaye avait des fonctions de commandement dans ce camp, la Chambre observe que la Chambre de première instance a pourtant fait état des dépositions des témoins ayant reconnu Limaye lorsqu'elle abordait la question de l'autorité dans le camp. S'agissant du grief selon lequel la Chambre n'aurait pas apprécié comme il convient les témoignages pertinents, la Chambre d'appel estime que les arguments avancés par l'accusation sur ce point ne suffisent pas pour mettre en doute le caractère raisonnable des conclusions de la Chambre de première instance. L'accusation avance enfin que la Chambre de première instance n'a pas apprécié comme il convient les témoignages des soldats qui ont été désarmés par Limaye et qu'elle a en conséquence commis une erreur en concluant à tort que ces témoignages ne montraient pas qu'il exerçait une autorité. La Chambre d'appel rejette ces arguments. Elle est convaincue que la Chambre de première instance a eu raison de conclure que Limaye n'était investi d'aucun pouvoir disciplinaire lorsqu'il a désarmé les soldats, un pouvoir assimilable à un contrôle effectif nécessaire pour qu'il soit tenu pénalement responsable sur la base de l'article 7.3 du statut. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en appliquant à tous les éléments de preuve le niveau de preuve requis, celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, et estime que la Chambre de première instance a eu raison de conclure que Fatmir Limaye n'était pénalement responsable d'aucun des crimes qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation sur la base de l'article 7.1 ou de l'article 7.3 du statut. En conséquence, la Chambre d'appel rejette pour le surplus le premier moyen d'appel soulevé par l'accusation ainsi que le second. Enfin, la Chambre d'appel rappelle que les arguments avancés par l'accusation dans le cadre de son troisième moyen d'appel concernant la participation présumée de Fatmir Limaye à une entreprise criminelle commune systémique ont déjà été examinés avec le premier moyen d'appel soulevé par l'accusation concernant Aradin Bala. En conséquence, les allégations formulées par celle-ci dans le cadre du troisième d'appel concernant Fatmir Limaye ont déjà été tranchées. J'en viens à présent au moyen d'appel de l'accusation concernant l'acquittement d'Isaac Mousliou.
Dans le cadre de son premier moyen d'appel, l'accusation avance que l'approche fragmentaire qu'a suivi la Chambre de première instance pour apprécier les témoignages concernant le rôle qu'aurait joué Musliu dans le camp est erronée en droit. L'accusation fait valoir en particulier que la Chambre de première instance a commis une erreur en se fondant sur une partie seulement des témoignages pour trancher la question, et plus précisément sur les dépositions des témoins oculaires qui ont identifié Isaac Musliu. La Chambre d'appel fait toutefois observer que la Chambre s'est fondée non seulement sur les déclarations des témoins oculaires qui l'ont identifié, mais aussi sur celles des témoins qui ont attesté qu'à l'époque des faits, Isaac Musliu était connu sous le nom de Cherkis, que certains prisonniers avaient entendu ce nom alors qu'on les battait et qu'un certain Cherkis se trouvait quasiment en permanence dans le camp entre le 28 juin et le 23 juillet 1998, ouvert ces dates. La Chambre d'appel rejette en conséquence les arguments selon lesquels la Chambre de première instance aura adopté une approche fragmentaire pour apprécier les éléments de preuve. L'accusation soutient ensuite que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en appliquant un autre niveau de preuve que celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, celui des faits établis au-delà de tout doute possible, y compris celui que peuvent faire naître d'autres éléments que les preuves, la logique ou le bon sens. L'accusation soutient en outre que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en n'appréciant pas comme il convient les témoignages concernant le rôle d'Isaac Musliu dans l'administration du camp. La Chambre d'appel s'est demandé si la Chambre de première instance avait commis une erreur en ne tenant pas compte des déclarations de plusieurs témoins qui ont reconnu l'homme connu dans le camp sous le nom de Cherkis. S'agissant du témoignage de Roujdi Karpouzi sur ce point, la Chambre d'appel estime que le témoin a vu Isaac Musliu dans le camp et ne l'a pas seulement entendu, comme l'a dit la Chambre de première instance. Elle conclut cependant, le juge Schomburg étant en désaccord, que même si des témoins ont entendu Isaac Musliu chanter dans le camp, l'accusation n'a pas établi que la Chambre de première instance s'était montrée déraisonnable en ne concluant pas, au vu de ces témoignages, qu'Isaac Musliu était bel et bien responsable des crimes commis dans le camp. L'accusation soutient par ailleurs que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas, au vu de l'ensemble des dépositions des témoins L10, L4 et L12, qu'Isaac Musliu avait été vu dans le camp. À propos de la déposition du témoin L10, la Chambre de première instance a noté que si celui-ci avait identifié l'homme à la cagoule qui se trouvait dans le camp comme étant Cherkis, parce que Shala l'avait appelé ainsi, le témoin L10 avait également, je cite, reconnu qu'il ne pouvait pas distinguer Cherkis des autres soldats qui se trouvaient dans le camp à cause de la cagoule qu'il portait. Fin de citation. En conséquence, la Chambre d'appel conclut, le juge Schomburg étant en désaccord, que la Chambre de première instance a eu raison d'estimer qu'elle ne pouvait conclure, d'après la déposition du témoin L10, qu'Isaac Musliu était bien l'homme que celui-ci connaissait sous le nom de Cherkis. S'agissant des autres témoignages, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a eu raison de conclure que le témoignage de L4 n'était pas suffisamment fiable pour établir qu'Isaac Musliu avait joué un rôle dans l'administration du camp et qu'elle a eu raison de ne pas conclure, d'après la déposition du témoin L12, qu'Isaac Musliu était présent dans le camp au moment où le témoin avait été battu. En conclusion, la Chambre d'appel n'est pas convaincue, le juge Schomburg étant en désaccord avec elle au sujet des dépositions faites par Roujdi Karpouzi et par le témoin L10, que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas, au vu des dépositions de ces témoins, que ces derniers avaient vu Isaac Musliu dans le camp. À propos des déclarations des témoins L64 et L96, qui aurait vu, respectivement, Cherkis entrer dans le camp et à l'intérieur de celui-ci, la Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a eu raison de dire que chacun de ces témoignages devait être corroboré sur ce point important.
La Chambre de première instance ayant décidé à juste titre de ne pas retenir la disposition des témoins L10, L4 et L12 qui avaient déclaré avoir vu Cherkis ou Isaac Musliu dans le camp, les dépositions des témoins L64 et L96 n'étaient pas corroborées et la Chambre de première instance pouvait donc raisonnablement décider de ne pas en tenir compte. L'accusation soutient enfin que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas tenir compte des témoignages dans lesquels Isaac Musliu se trouvait quasiment en permanence dans le village de la Pouchnik, situé à proximité du camp de détention. Compte tenu des conclusions précédemment tirées au sujet des témoignages, la Chambre d'appel est néanmoins convaincue qu'un juge des faits pouvait raisonnablement conclure que le fait qu'Isaac Musliu se trouvait à proximité du camp ne suffisait pas pour déduire que celui-ci était présent dans le camp et qu'il avait personnellement joué un rôle dans son administration. En conclusion, la Chambre d'appel est convaincue, le juge Chambourg étant en désaccord, que, en dépit des quelques erreurs mineures commises par la Chambre de première instance dans son raisonnement, erreurs qui n'ont aucune incidence sur l'acquittement, la Chambre de première instance a apprécié comme il convenait la totalité des éléments de preuve et a conclu qu'Isaac Musliu n'était pas présent dans le camp de la Pouchnik et ne jouait aucun rôle dans l'administration de celui-ci. Le premier moyen d'appel soulevé par l'accusation concernant Isaac Musliu est en conséquence rejeté. Dans son deuxième moyen d'appel, l'accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas sur la base de l'article 7.3 du statut que Isaac Musliu était responsable en tant que supérieur hiérarchique. Selon l'accusation, la Chambre de première instance ayant constaté qu'Isaac Musliu commandait l'unité Tchenikou 3, elle aurait également conclu qu'il avait autorité sur les soldats de l'UCK présents dans le camp si elle n'avait pas refusé de conclure que cette unité était responsable de celui-ci. À propos du rôle de l'unité Tchelikou 3 et de ses membres dans l'administration du camp, la Chambre d'appel conclut que l'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait conclu que l'unité Tchelikou 3 était la seule unité de l'UCK à être régulièrement cantonnée, à l'époque des faits, dans le secteur au sud de la grande route de Pech à Pristina où était situé le camp de détention. La Chambre d'appel observe à ce propos que la Chambre de première instance a constaté que l'unité Pelumbi a été cantonnée au sud du camp pendant quelque temps en juillet 1998. L'accusation soutient en outre que ni l'unité Pelumbi ni des personnes extérieures au camp n'auraient pu assurer l'administration de celui-ci. La Chambre d'appel estime toutefois que l'accusation n'a pas démontré que le camp était forcément administré par des soldats d'une seule unité de l'UCK, comme Tchelikou 3. Par ailleurs, on pouvait raisonnablement déduire des témoignages que des soldats de l'unité Pelumbi ou d'une autre unité de l'UCK stationnée à proximité du camp avaient joué un rôle dans son administration. La Chambre d'appel rejette en outre l'argument avancé par l'accusation, selon lequel la Chambre de première instance n'aurait pas pris en compte les éléments de preuve indirects pour déterminer si l'unité Tchelikou 3 était responsable de l'administration du camp, car il ressort manifestement du jugement qu'elle en a tenu compte. De plus, la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance n'a pas, contrairement à ce qu'a avancé l'accusation, commis l'erreur d'aborder une approche fragmentaire lorsqu'elle appréciait les témoignages selon lesquels l'unité Tchelikou 3 était cantonnée à proximité du camp. L'accusation avance à titre subsidiaire que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas que des membres de l'unité Tchelikou 3 avaient joué un rôle dans l'administration du camp. Elle affirme en particulier que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas conclure que Aradin Bala et deux gardiens du camp, appelés Tamouli et Salihi, étaient membres de l'unité Tchelikou 3 et que leur participation à l'administration du camp en tant que soldats de cette unité engageait la responsabilité d'Isaac Musliu, qui en était le supérieur hiérarchique. Mais la Chambre d'appel estime qu'on pouvait raisonnablement déduire des témoignages
qu'aucune de ces 3 personnes n'était membre de l'unité Tchelitkou 3 pendant toute la période des faits. Ainsi, la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a eu raison de ne pas conclure que des soldats de l'unité Tchelitkou 3 avaient joué un rôle dans l'administration du camp. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en ne concluant pas qu'Isaac Smousliou devait être tenu responsable sur la base de l'article C3 du statut des crimes commis dans le camp de la Pouchnik. Le deuxième moyen d'appel soulevé par l'accusation est en conséquence rejeté. Enfin, s'agissant du troisième moyen d'appel soulevé par l'accusation concernant la participation d'Isaac Smousliou à une entreprise criminelle commune systémique, la Chambre d'appel rappelle qu'elle a conclu, le juge Chombok étant en désaccord, que la conclusion selon laquelle Smousliou avait joué un rôle dans l'administration du camp n'était pas la seule déduction raisonnable, que l'on pouvait raisonnablement tirer des éléments de preuve. En conséquence, la Chambre d'appel considère que les allégations formées par l'accusation dans le cadre du troisième moyen d'appel ont déjà été tranchées. Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt. Monsieur Bala, veuillez vous lever. Voici le dispositif. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement de procédure et de preuve, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés au procès en appel les 5 et 6 juin 2007, siégeant en audience publique, rejette l'appel de Haradine Bala dans son intégralité, rejette l'appel de l'accusation, le juge Wolfgang Chombok étant en désaccord concernant le premier moyen d'appel soulevé par l'accusation au sujet d'Isaac Smousliou, confirme la peine prononcée par la Chambre de première instance contre Haradine Bala, le temps que celui-ci a passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine comme le prévoit l'article 101C du règlement, et ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement, que Haradine Bala reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Le juge Mohamed Chaboudine joint une déclaration et le juge Wolfgang Chombok joint une opinion individuelle et partiellement dissidente ainsi qu'une déclaration. Monsieur Bala, veuillez vous rasseoir. Monsieur le greffier d'audience, je vais vous demander de distribuer l'arrêt aux parties. Thank you very much. Merci beaucoup. Ceci met fin à l'audience en appel. L'audience est levée.